Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Laurence Parisot. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous. Cet accord, je voulais vous faire réagir sur cet accord trouvé in extremis par les partenaires sociaux sur l'assurance chômage, accord à l'arraché entre les syndicats et le patronat. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette pression du politique. On sait que certains ont... Emmanuel Macron souhaite nationaliser la gestion de l'Unédic et enlever le paritarisme là-dessus, sur l'assurance chômage. Les partenaires sociaux ont voulu envoyer un signal fort pour montrer que voilà, qu'on pouvait aussi trouver des accords. C'était mal embouché au début. Hein. Oui, je suis très très déçue de cet accord. Je suis très favorable à la négociation, très favorable au développement du rôle des partenaires sociaux, et y compris dans l'assurance chômage et dans sa gestion. Mais l'accord tel qu'il a été signé il y a 24 heures entre le patronat et les syndicats, sauf la CGT. Sauf la CGT, est un accord critiquable, pour ne pas dire déplorable. Je trouve invraisemblable qu'on augmente les cotisations payées par les employeurs en pleine campagne pour l'élection présidentielle, à un moment où tous les chefs d'entreprise expliquent qu'ils ont besoin de regagner de la compétitivité. Mais vous avez vu, il y a un petit tour de passe-passe, pardon, je vous coupe, il y a un petit tour de passe-passe. En apparence, oui, il y a une hausse de 0,05% de la cotisation chômage payée par les employeurs, mais en face, il y a quoi? Il y a une baisse des cotisations AGS, je ne suis pas un expert, c'est l'organisme de garantie des salaires, c'est ça? Oui. Et en même temps, l'opération est neutre pour le patronat, c'est ce qu'il nous dit, puisqu'il y a une baisse et une hausse, et en même temps, comme cette hausse de cotisation est temporaire sur 3 ans, si j'ai bien compris, alors que la baisse en face, elle est pérenne, le patronat est gagnant dans la durée. Non, alors la baisse... Sauf si j'ai mal compris. Hein. Non, c'est très complexe et donc vous avez parfaitement compris, mais les nuances, il faut les connaître. La baisse de l'AGS, qui dépend du seul patronat, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'elle est pérenne parce que c'est une cotisation qui varie beaucoup en fonction de la situation de l'économie. Et quand il y a par exemple beaucoup de dépôts de bilan, on est obligé d'augmenter l'AGS. Donc on ne peut pas dire qu'elle est pérenne. Il m'est arrivé malheureusement plus d'une fois de devoir remonter la cotisation de l'AGS. Ça c'est une chose. Mais ça compense quand même, ça compense la hausse des cotisations chômage. Là maintenant ça compense, mais c'est pas ça. Le sujet c'est que depuis des années, il était acté que plus jamais on n'augmenterait les cotisations employeurs. C'est vital. Il l'a dit sur le plateau, il était Pierre Gattaz lundi à votre place, il a dit « Moi, c'est la ligne rouge, il n'y aura pas d'augmentation des cotisations ». Exactement, je pense même que ça avait été il y a les images, là, un de ses engagements quand il s'est présenté à la présidence du MEDEF. Comment pourra-t-on continuer à demander au gouvernement, au nouveau président qui sera élu prochainement, de baisser le fardeau qui pèse sur les entreprises, alors que nous-mêmes, patronat, nous serions en train de participer à une augmentation des cotisations employeurs. C'est tout à fait incohérent, c'est pas raisonnable. Pourquoi est-ce qu'il a lâché ça? Pourquoi est-ce que le patronat, pourquoi est-ce que Pierre Gattaz a lâché ça? Ça, je n'en sais rien, parce que je ne suis pas à l'intérieur désormais de ce monde-là, mais pas du tout. Donc je ne connais pas les discussions qui... Parce qu'il n'y a pas eu de surtaxe, de nouvelles surtaxes sur les contrats courts. Le patronat aussi a gagné là-dessus. Entre augmenter la cotisation générale qui pèse sur tous les salaires. Temporairement. Mais pas temporairement. C'est 3 ans, c'est la durée de la négociation, c'est la durée de la convention d'assurance chômage. Donc dans 3 ans, quand il y aura à nouveau une négociation, je doute que les syndicats spontanément disent très bien, on revient sur cette augmentation, ça n'arrive jamais. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux. C'est une erreur de la part, on le voit, Pierre Gattaz qui était là il y a 2 jours, c'est une erreur. C'est surtout très contradictoire avec ce qu'il a toujours défendu jusqu'alors. C'est stratégiquement une erreur. Et je pense en plus que c'est très lié au fait que, comme vous l'avez vous-même rappelé, Emmanuel Macron envisage de nationaliser l'assurance chômage. Donc comme beaucoup pensent qu'il va être élu président de la République, je crains que les partenaires sociaux aient surtout voulu dans cette affaire éviter justement cette tentation d'Emmanuel Macron et résister à cela en disant, vous voyez, on est encore toujours capable de s'entendre et de trouver un accord. Donc le contexte politique a interféré pour le coup dans cette négociation, mais dans le bon sens, ça a permis d'aboutir en même temps. Mais attendez, là c'est au détriment de l'intérêt économique du pays. Donc c'est tout à fait condamnable. Et dans une négociation,
Il faut savoir être créatif, il faut savoir se donner du temps. Une négociation qui se fait dans des délais courts et qui est expédiée finit toujours par un très mauvais accord. Malheureusement, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Mauvais accord aussi parce que les seniors vont devoir faire des efforts, les seniors, des concessions faites là pour le coup par les syndicats. Oui, mais là, je qui, pense que... en gros, pourra être indemnisé, ça sera plus à partir de 50 ans, ça sera à partir de 53 ans pour être indemnisé 30 mois, on est précis. Non, et pour avoir 3 ans d'indemnisation, il faudra attendre 55 ans. Je pense que là, ça c'était raisonnable. Il fallait repousser ce mécanisme très avantageux pour les seniors, ce mécanisme part du principe d'ailleurs absurde qu'on est senior dès 50 ans. Donc on se rapproche de la réalité de la vie en décalant l'âge de ce mécanisme spécifique. Vous n'auriez pas, vous, signé cet accord si vous aviez été non, celui-là, certainement pas. Mais par contre, je n'aurais pas non plus arrêté la négociation il y a un an. C'était il y a un an qu'il fallait se donner du temps, avoir une véritable délibération au cours de laquelle c'est un mécanisme, la délibération avant la négociation, c'est un mécanisme où on peut faire preuve de créativité, trouver des idées nouvelles, abandonner les points de vue clivants. Je n'aurais donc pas arrêté cette discussion il y a un an pour essayer d'aboutir à bien avant la campagne présidentielle. Là, c'est vraiment les pires conditions. C'est, à mon avis, encore une fois, un accord assez déplorable. Et donc, parce que préjudiciable aux intérêts des entreprises. Préjudiciable à l'économie et au compte d'exploitation des entreprises, ça c'est évident. Préjudiciable parce que symboliquement, cela donne un très mauvais signal aux politiques. Vous le savez, si Emmanuel Macron est élu, les partenaires sociaux, c'est dans son programme, ne cogéreront plus. Il y aura plus de paritarisme sur l'assurance chômage, sur la convention UNEDIC. Est-ce que vous y êtes ou pas favorable, sachant que sous François Hollande, le dialogue social, en dehors des retraites complémentaires, ça n'a pas donné grand-chose. Et cet accord-là, sur l'assurance chômage non, je ne suis pas du tout favorable. Je ne comprends pas la position d'Emmanuel Macron sur ce point. Il y a en France deux grands domaines qui sont de la responsabilité des partenaires sociaux. C'est l'assurance chômage. C'est aussi l'Agirc et l'ARCO, les retraites complémentaires. L'Agirc et l'ARCO est plutôt bien géré. L'assurance chômage, c'est compliqué quand on est dans des périodes comme celles que nous traversons malheureusement, c'est-à-dire des périodes de chômage élevé qui contribuent à un 30 déficit. milliards d'euros de dette, 4 milliards d'euros de déficit. D'ailleurs, cet accord ne règle rien puisque ça règle un quart du problème. C'est aussi pour ça qu'il est très mauvais. C'est-à-dire on a réglé un quart du problème, on a fait un quart du chemin. Mais non, mais pas un quart. Sur le déficit. Oui, sur le déficit, mais pas sur la dette. Non, sur le déficit. La dette, 30 milliards, vous voyez bien qu'on est loin de... Donc c'est vraiment un accord qui n'a pas beaucoup d'atouts. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme. Mais il n'empêche, d'abord le déficit ou la dette de l'assurance chômage, ce ne sont pas les partenaires sociaux qui en sont les premiers responsables. Les premiers responsables, ce sont les gouvernements qui élaborent des politiques économiques ou des politiques sociales, de droit du travail, qui ne permettent pas aux entreprises d'embaucher et donc qui ne nous permettent pas de lutter contre le chômage. Allez, Laurence Parizon, change de sujet à présent. Je voulais vous parler du respect de la parole donnée en général et surtout en politique, qui est malmenée dans cette campagne. On avait François Fillon qui avait promis de renoncer s'il était mis en examen. A priori, il est toujours là. Et hier, on a vu Manuel Valls sur BFM TV qui s'est engagé, qui a appelé à voter dès le premier tour pour Emmanuel Macron, alors qu'il avait signé quand même un papier, un engagement dans le cadre de la primaire, qu'il soutiendrait le vainqueur de la primaire, à savoir Benoît Hamon. Ces reniements comme ça sape toujours un peu plus la parole, la crédibilité de la parole politique. C'est absolument terrible. Alors je pense qu'on ne peut pas comparer, on n'est pas sur le même niveau. C'est le non-respect de la parole donnée. C'est le non-respect de la parole donnée. François Fillon et la décision de Manuel Valls. Mais il y a d'une manière plus générale un manque de dignité dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Il s'agit quand même de l'avenir de notre pays, de son avenir pour pas simplement les 5 prochaines années, mais peut-être les prochaines décennies. Il s'agit aussi de l'avenir de l'Europe. Tout le monde sait que l'Allemagne attend avec beaucoup d'inquiétude, et nos autres partenaires européens, ce qui va se passer en France. Et si les choses se passaient mal, c'est toute l'Europe qui serait très affaiblie. Donc dans ce contexte, ne pas avoir un peu plus de parole donnée, de respect de la parole donnée, un peu plus, je dirais,
de hauteur de vue. C'est vraiment tout à fait dommage. Et ce qui me frappe, c'est que ce que demandent les politiques souvent aux chefs d'entreprise, ils ne le... C'est une question d'éthique, c'est une question de morale. On a Exactement. donné sa parole, on ne la respecte pas. Mais quand je vois les politiques qui, régulièrement, qu'ils soient de droite ou de gauche, savent dénoncer les chefs d'entreprise, les désigner comme boucs émissaires de beaucoup de nos malheurs, et faire pression pour qu'il y ait des codes de gouvernance. Et de ce point de vue-là, ils ont eu plutôt raison. Et je me souviens au MEDEF, quand on a élaboré le nouveau code de gouvernance des entreprises cotées, on a été très progressiste, on a été très en avance. Eh bien, tout cela que les chefs d'entreprise essayent de mettre en œuvre, les politiques, eux, ne se l'appliquent pas eux-mêmes. Bon, un mot de l'attelage macronien, pardon pour le mot, mais bon bref, c'est l'idée de dire qu'on a le sentiment avec les ralliements de Jean-Yves Le Drian, de Manuel Valls, que l'attelage pense maintenant un petit peu trop à gauche, notamment ce qui est dénoncé par la droite. Est-ce que, c'est faire preuve de renouvellement que de voir débarquer toute la Hollandie pour Emmanuel Macron, qui est pour le renouvellement des têtes des pratiques? Est-ce que le risque aussi pour l'électorat de droite ou du centre-droit, qui pourrait être tenté par Emmanuel Macron, c'est de l'effaroucher un peu, quoi? Je trouve que c'est un vrai sujet. Et en fait, ça renvoie à quelle majorité Emmanuel Macron veut constituer la sienne, il l'a dit. Hein. Ensuite, aux élections législatives. La sienne, peut-être, mais ça sera forcément avec des hommes et des femmes qui vont se présenter dans différentes circonscriptions. Sous l'étiquette majorité présidentielle, enfin En Marche, l'étiquette En Marche. Une étiquette nouvelle. Mais ces personnes auront quand même des sensibilités, au départ, très différentes. L'exercice est tout à fait intéressant, passionnant même à suivre, mais très périlleux. Là, vous me parlez des législatives. Oui, vous êtes dans l'après, c'est intéressant, mais déjà là, vous ne trouvez pas que c'est mal équilibré et que potentiellement dangereux pour un électorat qui pourrait être tenté à droite? Je ne sais pas si on peut dire que c'est mal équilibré à partir du moment où Emmanuel Macron dit ces soutiens ne sont pas des ralliements, ce ne sont que des voix qui s'ajoutent et des voix plutôt isolées. Donc je ne les il a compris le problème. S'il dit ça, c'est qu'il a bien compris que c'était problématique. Bien sûr, mais du coup, il s'engage. Il dit que, si je ne me trompe pas, qu'il n'y aura aucun ancien ministre dans son prochain gouvernement. C'est François Bayrou qui doit faire la gueule, pour le coup, mais bon, c'est un autre sujet. Je ne sais pas, peut-être que François Bayrou n'aspire pas à être ministre, mais on voit bien que là, il y a une incertitude. Ça ne veut pas dire que le challenge n'est pas jouable pour Emmanuel Macron, mais il est très délicat. Moi, j'insiste sur la perspective des législatives parce que nous avons souffert pendant le mandat de François Hollande du fait que celui-ci n'ait pas eu une majorité solide, cohérente, stable derrière lui. Il ne faudrait pas qu'avec un Emmanuel Macron président, on ait une majorité de type 4e République. Oui. C'est-à-dire une majorité qui peut éventuellement se faire sur tel texte, mais qui ne se fera pas sur tel autre. Comme de stabilité. Et qui, du coup, aboutirait à une instabilité gouvernementale forte. Bon, sur le programme, là, pour le coup, on a vraiment envie d'avoir votre éclairage, Laurence Paris. Sur le programme d'Emmanuel Macron, encore une fois, Pierre Gattaz, qui était à votre place il y a 2 jours, nous a dit le programme, il n'est pas clair, il est truffé d'incertitudes. Il est moins abouti, on a compris que François Fillon, pour qui incline le MEDEF, il est vraiment trop timide, le programme d'Emmanuel Macron, sur les baisses de charges. Il nous a dit, Pierre Gattaz, Emmanuel Macron, il augmente le coût du travail. Avec lui, le coût du travail augmente. Oh, ça va vous faire bondir, ça. Oui, alors je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne vois pas de véritable augmentation de cotisations sociales. Parce que Rexecode a dit, parce que la transformation, c'est un peu technique, mais du CICE, qui est un crédit d'impôt en baisse de charge, automatiquement, ça ferait augmenter oui, c'est tout à fait vrai, parce que on n'est pas au même niveau fiscal quand on est dans le système du CICE et quand on est dans le système des charges sociales. Mais globalement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'augmentation du coût du travail dans le programme d'Emmanuel Macron. Le problème est ailleurs. Ah, il y a le problème alors? Oui, il y a un problème, qui est... Les retraites. Vous avez tout à fait raison, les retraites font partie du problème, c'est-à-dire qu'on a un cadrage budgétaire qui reste raisonnable, mais qui néanmoins ne permet pas une baisse générale suffisante des dépenses publiques. Il dit on passera de 55 à 52 à la fin de mon mandat, 3 points de PIB en moins sur la dépense publique.
Mais je ne crois pas que ça soit suffisant pour éviter, si on veut rester dans des critères européens acceptables. Elle lui dit que oui. Il dit je respecte les 3% de déficit. J'ai un plan d'économie de 60 milliards, plan d'investissement de 50. Ben vous dites... Ça tient ou pas? Est-ce que tout ça... Non, vous dites, il dit que oui. Quand on regarde ce qui est indiqué dans son document, on ne s'y retrouve pas de ce point de vue-là. Ça, c'est tout à fait vrai. Et on ne voit pas comment, avec les différents mécanismes qu'il prévoit, on peut raisonnablement à la fois désendetter la France, ce qui est indispensable, et maintenir, ou plutôt baisser les prélèvements obligatoires, ce qui éviterait toute augmentation de cotisations ou d'impôts. Donc il y a un problème de crédibilité aujourd'hui dans son projet économique, dans son bouclage financier. Je n'utiliserai pas le mot de crédibilité parce que les choses sont présentées d'une manière suffisamment sérieuse pour ne pas douter. Vous doutez qu'on arrive bien de la rationalité de l'approche. Non, je dis simplement que il ne met pas, si vous voulez, en tête de chapitre la baisse de notre endettement et la baisse des déficits publics. Et donc, l'expérience montre qu'à partir du moment où on ne s'attaque pas sérieusement à cela, inévitablement, on est à un moment ou à un autre face à des obligations d'augmentation d'impôts ou de cotisations. Donc il n'est pas assez ambitieux, il ne va pas assez loin en matière d'économie sur la dépense publique et de baisse de la dépense, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Il ne va pas assez loin, c'est là l'intérêt du programme de François Fillon, qui de ce point de vue-là est cohérent, il est clair. Il est revenu un peu en arrière aussi, hein. Vous avez vu dans les maires de France, c'est plus 20 milliards d'euros d'économie, c'est 7. Sur la santé, maintenant, on rembourse tout le monde, les prothèses, les lunettes. Bien sûr, tout à fait. Mais je ne suis pas choquée que un jour Emmanuel Macron, le lendemain François Fillon, au fur et à mesure des débats de la campagne, amendent un peu leur programme. Moi, je vous dis simplement qu'en termes de stratégie budgétaire, on a quelque chose de clair et de rassurant pour la France et de stimulant pour l'économie avec François Fillon, parce qu'il y a une vraie baisse des dépenses publiques et donc une possibilité sérieuse de baisser les prélèvements obligatoires, que ceci est beaucoup moins vrai du côté d'Emmanuel Macron. Qui pourtant nous dit « je veux respecter les 3% de déficit public ». Il n'y aurait pas une espèce de contradiction quelque part là? Je pose la question, benoîtement. Alors je m'interroge aussi, c'est pourquoi je regrette que pour le moment dans cette campagne, je crains que... On est à 3 semaines du premier tour. Voilà, je regrette qu'il n'y ait pas eu de vraie confrontation sur les questions économiques, sur les autres sujets aussi, mais sur les questions économiques. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'attendrait à ce que des journalistes économiques ou un panel de spécialistes de l'économie challenge Emmanuel Macron, challenge Benoît Hamon, challenge François Fillon, pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il devient un des favoris des sondages, et bien sûr Marine Le Pen, sur ces questions-là. Or, en réalité, ce débat n'a pas eu lieu. Donc, on est tous en train de se dire ça peut peut-être marcher, pas marcher, sans vraiment savoir. Bon, dans le point de cette semaine qui est sorti aujourd'hui, avec Emmanuel Macron en couverture, il juge François Fillon incapable de mener son projet économique. Il dit qu'il n'est pas en capacité de demander des efforts aux Français au vu des affaires, on l'a compris, qui perturbent la campagne de François Fillon. Il a raison, il a tort, Emmanuel Macron, là-dessus? Ce sera certainement, si François Fillon arrive à franchir les différentes haies du premier tour et du deuxième tour, s'il est élu, il est certain qu'il ne sera pas élu du point de vue de sa popularité d'une manière suffisamment éclatante pour lui donner vraiment les mains libres pour agir. En revanche, l'atout de François Fillon, c'est qu'il peut avoir une majorité solide. Donc, tout dépend de la méthode qu'il choisira. S'il fait les choses, s'il était élu de manière respectueuse, par la concertation, par le dialogue avec les syndicats, à mon avis, un certain nombre de réformes sont possibles. S'il veut le faire de manière précipitée, brutale, avec par exemple le vote d'ordonnance, là je pense que des blocages peuvent s'opérer. Je vous ai trouvé un point commun avec Pierre Gattaz.
Ça va vous faire plaisir. Vous inclinez plutôt à vous écouter, si j'ai bien compris, plutôt sur le programme, envers le programme de François Fillon. Pour le coup, sur programme économique de François Fillon. Il est meilleur que celui de... Et sur le papier, le programme idéal pour une vraie reprise économique en France. Ça ne fait aucun doute, c'est un cadrage budgétaire, c'est une logique entrepreneuriale qui est, sur le papier, quasi parfait. Pour autant, je tiens à dire que beaucoup de choses sont également possibles pour les entreprises avec un Emmanuel Macron élu. Mais il va moins loin. Il est moins radical. Sur le papier, il va moins loin. Mais vous savez, je crois qu'il faut surtout avoir à l'esprit... Il y a ce qu'on promet, puis il y a ce qu'on fait après aussi. Qu'il y a toujours un décalage entre... C'est pas simplement un enjeu qui de trop promesse. Embrasse mal étreint. Voilà, on peut le dire aussi comme ça. Mais entre la vision qu'exprime un candidat à une élection et ce que les circonstances lui permettent, dans les circonstances d'abord économiques, mais sociales et politiques. D'ailleurs, il y a une chose dont on ne parle pas. L'économie va mieux. Notamment l'économie de la zone euro. Ce qui veut dire que la plupart de ces programmes ont été conçus à un moment où ça n'allait vraiment pas bien du tout. C'est peut-être maintenant qu'il faut refaire les programmes, compte tenu de cet air qui souffle et qui semble plutôt favorable. Bon. Air qui n'est pas violent, enfin vent qui n'est pas violent non plus. Il y a un petit peu de vent vent dans les voiles. Mais ça peut aider pour faire justement les réformes qui comptent. Avant de parler de Marine Le Pen, juste votre regard. J'ai posé la question aussi à Pierre Gattaz, son regard sur l'homme, sur François Fillon. S'il avait changé, il m'a dit moi je regarde que le programme, il n'a pas voulu évidemment s'engager, il a dit moi je regarde uniquement le programme économique. Mais voilà, on n'est pas là pour juger ces histoires de judiciaire, sa mise en examen ou le feuilleton judiciaire. Mais voilà, sur les costumes, encore une fois, les costumes au départ, et alors, pas de problème pour les costumes à 7 000 €. Au final, il en a rendu non pas 2, mais 3, le coup de la parole, non-respect de la parole donnée sur la mise en examen. Est-ce que vous, ça vous met mal à l'aise? Est-ce que sur votre regard sur François Fillon, est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il a changé? Ah oui, je ne reconnais pas du tout l'homme que je connais depuis déjà un certain temps, avec qui j'ai travaillé quand il était Premier ministre et moi-même j'étais présidente du MEDEF. J'ai toujours connu un homme, d'abord vraiment dans une très grande maîtrise des problèmes économiques. Je tiens à insister sur ce point. Mais qui semblait vraiment quasi exclusivement concentré sur les sujets publics, évoquant parfois sa famille, notamment ses enfants, et témoignant d'un grand attachement à ses enfants. Mais je n'ai jamais ressenti quelqu'un un homme d'argent, c'est ça, sensible à autre chose et intéressé par ce que vous venez de décrire. Je suis triste et étonnée de découvrir tout ça. Et de tomber de votre chaise aussi quand vous avez vu tout ça au fur et à mesure, égrené. Je trouve que on est tous blessés par ça. On est tous peinés de voir un ancien Premier ministre de la France, un possible président de la République, ne pas savoir s'élever au-dessus de il s'est mis tout seul. Hein, ses considérations. Non, mais de ses considérations matérielles qui n'ont vraiment pas de sens. Bon, le MEDEF ne sortira pas. C'est ce que nous a dit Pierre Gattaz lundi sur ce plateau. Il a dit, contrairement à ce que je posais la question, que la CFDT et la CGT, qui sont sortis la semaine dernière, une espèce d'argumentaire pas anti-Front National, mais anti-programme, proposition économique qui considéré comme contraire aux intérêts de la France, la sortie de l'euro, la préférence nationale. Et Pierre Gattaz nous dit non, nous, on va les challenger au travers des rencontres avec les différents candidats à la présidentielle. Mais il n'y aura pas d'argumentaire, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas le rôle du MEDEF. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis très... Il a tort d'agir ainsi? Ah oui, je suis très sévère à l'égard du MEDEF et de son attitude pendant cette campagne pour l'élection présidentielle, d'avoir reçu Marine Le Pen. Pour la challenger, nous dit-il, pour la pousser dans ses contradictions, on la voit là. Justement, elle n'a pas été challengée, parce que c'est très difficile. Même, je ne critique pas du tout les chefs d'entreprise qui ont été amenés à lui poser des questions, mais ce n'est pas leur rôle. Encore une fois, vous avez chacun son métier dans ces cas-là. Et donc, ils n'ont pas été en mesure de vraiment la challenger, d'une part, et d'autre part, ils lui ont donné une crédibilité de plus, en acceptant de la recevoir. En même temps, c'est un parti qui est autorisé, qui se présente devant les Français. Et alors, puisque... Au nom de quoi est-ce qu'on ostracis, qu'il ne l'inviterait pas? Je pose la question. Hein. Mais je voudrais savoir pourquoi, alors, vous ne critiquez pas le fait que le MEDEF n'ait pas voulu recevoir M. Poutou.
Ils ont tous été invités. Il nous a dit d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon avaient refusé l'invitation. Excusez-moi, mais les candidats d'extrême gauche n'ont absolument pas été invités, c'est une évidence. Jean-Luc Mélenchon a été invité. Oui, mais pas l'extrême gauche. Donc, il faut comprendre que Marine Le Pen est une candidate de l'extrême droite. De l'extrême droite. Son histoire, l'histoire de son parti, l'environnement intellectuel qui l'entoure, tout indique un profil d'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui est sans arrêt à la limite de ce que les valeurs de la République veulent défendre, la démocratie, la fraternité. C'est quelqu'un qui passe son temps à désigner des boucs émissaires, à montrer l'étranger comme celui qui est à l'origine de tous nos maux. C'est-à-dire qu'elle a une vision globale de la société dans laquelle elle inscrit son projet économique. Cette vision globale de la société, elle est condamnable. Elle ne permettrait pas à l'économie de s'en sortir et aux chefs d'entreprise de se développer. Et en même temps, elle séduit de plus en plus aussi les patrons de TPE, de PME. Elle leur fait des œillades, elle leur fait des... Vous avez vu les mesures qu'elle propose sur l'impôt sur les sociétés qui est réduit, la commande publique qui est réservée aux PME, on supprime le compte pénibilité, on supprime le RSI. Mais je suis favorable à la suppression du compte pénibilité. Je suis favorable à une réforme profonde du RSI. Elle séduit les petits patrons. Qui est un scandale. Et je les comprends, les chefs d'entreprise, de petites entreprises. Ils n'ont plus le temps de rien faire et même pas de s'occuper de leurs clients, tellement ils sont écrasés par les normes, par les contraintes administratives. Et ils n'ont pas le temps non plus de se poser pour comprendre le danger que tout le pays court avec quelqu'un comme Marine Le Pen. Donc, raison de plus pour que la CPME, pour que le MEDEF jouent leur rôle et disent à leurs adhérents, aux chefs de petites entreprises, c'est très très dangereux de vous laisser, pas séduire, mais embobiner par Marine Le Pen. Tous nos problèmes sont liés à l'euro, nous dit Marine Le Pen. Pour vous, la sortie de l'euro, c'est vraiment l'appauvrissement garanti des épargnants, des Français. C'est l'appauvrissement surtout. On gagnerait des parts de marché par rapport aux Allemands. C'est l'appauvrissement. 14 milliards d'euros de déficit commercial avec les Allemands. Et la sortie de l'euro, c'est d'abord, avant même la sortie de l'euro, il faut bien comprendre, je voudrais vraiment que tout le monde soit conscient de ça, que si, par malheur, Marine Le Pen était élue au deuxième tour de l'élection présidentielle, la France serait, dans les jours qui viennent, dans un chaos total. Pourquoi ? Bien parce que le doute s'emparerait de tous les acteurs économiques, des investisseurs en tout premier. Probablement qu'il y aurait une fuite des capitaux tout à fait significative. C'est ce qu'on a vu en Grèce, on a vu ça en Grèce, on a vu ça en Argentine, on a vu ça... Vous avez raison, ce qui veut dire que très vite, le nouveau gouvernement serait obligé d'instaurer un contrôle d'échange ou un contrôle des capitaux. Limiter les retraits aussi à sa banque, on ne pourra plus chercher ses sous comme on voudra. Ah, il est probable qu'il pourrait y avoir un bank run. Et il ne faut pas se tromper, dans ces circonstances tragiques, les grands s'en sortent toujours, les grandes entreprises, les plus fortunés, trouveront des solutions. Qui souffrira de tout ça? Les PME, les petits épargnants ou même ceux qui n'ont rien du tout? Bon, avant de se quitter, Laurence Parisot, Emmanuel Macron il a déclaré il y a ça quelques jours qu'il avait de l'estime pour vous. On sent qu'il y en a aussi dans l'autre sens. En même temps, vous inclinez plus, on a compris, sur le programme de François Fillon. Est-ce que, Laurence Parisot, est-ce que vous prendrez officiellement, pas maintenant ici, j'ai compris que non, mais est-ce que vous prendrez position officiellement avant le premier tour de la présidentielle? Et est-ce que si on vous proposait, quel que soit, ou François Fillon ou Emmanuel Macron, un poste de ministre, est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie et qui Alors tout d'abord, j'ai dit que le programme de François Fillon était vraiment le mieux, je ne veux pas dire parfait, mais le mieux pour... le monde de l'entreprise, mais quand on est électrice ou même patriote comme je le suis, on ne peut pas être attaché qu'au volet économique des choses. Il faut voir dans quoi ça s'inscrit. Et malheureusement, François Fillon, depuis un certain temps, a développé un discours très radical sur les questions sociétales, par exemple, qui ne correspond pas du tout à ce que je pense. Moi, je suis favorable à l'ouverture, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan sociétal. Et surtout, je pense que nous ne pourrons
envisager un avenir ambitieux et je dirais même joyeux que si on l'inscrit dans un grand projet européen. Et là, Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, est très convaincant. Donc vous n'insultez pas l'avenir, vous êtes compatible avec les deux, c'est ça? C'est-à-dire que je suis peut-être compatible avec les deux, disons que je saurais être à l'aise, on peut aussi dire les choses autrement. Je suis profondément centriste, j'ai souvent témoigné d'une proximité à l'égard de l'UDI. Je suis centriste, c'est-à-dire libéral. Il y a plusieurs centres, il y a le centre, il y a le MoDem, il y a l'UDI, lui centre droit. Vous avez tout à fait raison, il y a plusieurs centres. Et de Fillon à Macron, il y a une espèce de continuum qui passe par le centre. Moi, je suis centriste, donc il y a des points sur lesquels je suis très à l'aise avec François Fillon et d'autres très à l'aise avec Emmanuel Macron. Et donc, vous vous appellerez à voter pour l'un ou pour l'autre avant le premier tour? Vraiment, j'attends encore un peu parce que je pense qu'il peut encore se passer des événements dans cette campagne Vous attendez de voir les sondages, c'est ça, non? Non, pas du tout. Alors, je pas taquine, du tout. Je taquine. Non, mais je tiens à dire pas du tout. Et bien sûr que je suis disponible parce que je suis quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît bien les dossiers, mais je ne cours après aucun poste. Bon, c'est la formule de circonstance en général. Oui, bah peut-être, mais écoutez, vaut mieux dire ça que laisser entendre l'inverse. Je suis, comment dire, suffisamment patriote pour souhaiter avant tout qu'il y ait la meilleure équipe possible à la tête du pays. Et pourquoi pas en faire partie? Allez. En faire partie ou pas, du moment qu'elle est efficace, cohérente et tonique, qu'elle remette de l'optimisme. Bon voilà, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Laurence Parisot, donc invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.